d'abord, je vais mettre la petite télécommande. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis passionné par la plante et j'ai eu la chance depuis 2016 d'avoir l'opportunité de cultiver une parcelle à Saint-Bernard, donc c'est au sud de Namur, et d'en faire mon métier. J'ai fondé Cannabis en 2018, donc je commercialise des produits alimentaires à base de la graine, donc tout en valorisant ma production et celle d'autres agriculteurs avec qui je contractualise. Donc malheureusement j'ai connu beaucoup d'échecs. Du coup j'ai plus vendu du chanvre français que du chanvre belge jusqu'à présent. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si tout va toujours bien, on n'apprend pas vraiment comment ça fonctionne. Voilà, ça mère donc choix variétal, choix du site. Donc tout est crucial en fait dans le chanvre. Les démarches administratives qu'on passera parce que ça a déjà été fait, préparation du sol. Ah oui, donc je ne suis pas issu du monde agricole et je n'ai pas fait d'études en agronomie, donc voilà, vu qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la salle, soyez indulgents, n'hésitez pas à me couper si je fais des erreurs. Normalement, j'ai fait assez simplement et voilà, j'ai fait selon mon expérience, donc je ne devrais pas trop me tromper. Donc la récolte, le traitement post-récolte, la transformation et puis la commercialisation. Donc le choix variétal. Ici, vu qu'on parle de la graine, donc les choix en Belgique sont assez limités parce qu'il faut des variétés relativement hâtives pour ne pas se retrouver après la mi-octobre à devoir récolter parce qu'on a des conditions qui sont pas bonnes au niveau météorologique. Donc au niveau des variétés à graines, moi je ne connais que la Finola et la Eurlina. Donc la Eurlina c'est une nouvelle variété française qui vient d'être développée depuis l'année dernière. Sinon, on peut aussi cultiver la variété mix, donc graines et paille, donc elle monte un petit peu plus haut que la variété à graines. Donc voilà, on moissonne les graines et puis on peut faucher la paille. Moi, je conseille plutôt la Ouzo 31 parce qu'elle est un peu plus précoce et plus courte, donc c'est plus simple à moissonner. Donc voilà un exemple de mâle et de femelle. Donc on a besoin évidemment du pollen pour polliniser les fleurs femelles pour produire la graine. Le choix du site, donc il faut un sol qui est bien structuré, comme pour toutes les plantes, c'est toujours mieux, mais le chanvre, malgré qu'on a tendance à croire qu'il pousse très bien et qu'il est très volontaire, lors de la levée, en fait, sa racine n'est pas très puissante, donc un sol qui est trop compact, ça ne va pas fonctionner, elle aura tendance à partir à l'horizontale et on va perdre beaucoup en rendement. Un bon écoulement, donc un bon drainage de la parcelle, car le chanvre déteste avoir les pieds dans l'eau, déteste les sols gorgés d'eau, surtout aussi à la levée, qui est vraiment la période cruciale du chanvre. Donc le premier mois est vraiment crucial. Le pH idéal c'est 6,5. Donc on va essayer de rester plus ou moins dans ces eaux-là. Le chanvre n'aime pas les sols trop acides, donc si on est vers 5, 5,5, là ça va pousser, mais on va avoir un rendement qui est plus médiocre. Et on observe le meilleur résultat après avoir retourné une prairie ou un engrais vert. Donc les démarches administratives, tout a déjà été dit, je pense. Voilà. Juste un exemple d'étiquette. Donc c'est ce qui se retrouve sur les sacs. Donc on a la variété ici, le numéro de certificat. Voilà, le poids c'est souvent des sacs de 25 kg. Donc ça il faut toujours bien conserver, même 3 ans, je pense, c'est 3 ans après l'utilisation. La préparation du sol, donc bien gérer les adventices. Encore une fois, comme pour toutes les plantes, il vaut mieux avoir le moins de concurrence possible. Mais le chanvre, encore une fois, lors de la levée, donc le chanvre est une levée assez lente comparé à d'autres plantes. Du coup, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et bien maîtriser les adventices, faire des faux semis s'il faut. Au niveau de la fertilisation, là je ne vais pas m'engager dans des unités d'azote, phosphore, potasse parce que je ne maîtrise pas ce sujet-là. Mais nous personnellement, on met 5 à 7 tonnes de fientes de volaille par hectare. Voilà.
On sème entre le 1er mai et le 30 juin. Donc ici, vu qu'on est sur la graine, on peut se permettre de semer jusqu'à fin juin. Comme Céline le disait juste avant, on peut avoir des plantes qui sont un peu plus courtes. Donc on n'a pas besoin de la paille. Donc vu que ça commence à fleurir vers fin juillet, début août, on peut encore avoir un mois de croissance. Et donc il faut bien faire attention, enfin bien attendre que le sol soit ressuyé, donc pas trop gorgé d'eau, bien léger et réchauffé. Donc des nuits pas trop froides, on met toutes les chances de notre côté pour la lever. On utilise un semoir à céréales classique. L'année dernière, on a essayé un semis direct avec un Sky, c'était catastrophique. Voilà, donc moi je conseille vraiment d'utiliser ce type de semoir à céréales. Donc on va mettre entre 30 et 40 kg de semences par hectare, à 1 cm ou 2 de profondeur. Et c'est important de bien vérifier l'uniformité du semis. Donc lorsqu'on a fait la première ligne, on va les gratter un peu, voir si toutes les semences sont bien à la même profondeur et si c'est bien uniforme. Car c'est très important d'avoir une levée homogène et rapide. Donc pour ne pas avoir trop de concurrence des autres plantes, vous verrez après une photo d'un échec. Donc voilà, on mise tout sur l'uniformité aussi pour la récolte. C'est beaucoup plus facile de moissonner un chanvre qui est homogène au niveau de la taille, car les moissonneuses ont tendance à bourrer avec les tiges très fibreuses de la plante. Et donc si la hauteur est homogène, on ne devra pas trop modifier la hauteur de la barre de coupe, et il y aura une fluidité dans l'approvisionnement de la batteuse. Donc la germination, donc comme j'ai dit, la température est essentielle. On va attendre vraiment que le climat se réchauffe et que les nuits soient bien chaudes avant de semer. Donc voilà, on commence à apercevoir les plantules au bout de 6-7 jours. Donc ça c'est un semis qu'on avait fait en 2016, qu'on a raté parce qu'on n'a pas suffisamment géré les adventices. Et en plus de ça, la météo était très capricieuse. On a eu un mois de pluie en juin. Du coup c'était une culture ratée. Donc là, on voit des renouées, du rumex qui va concurrencer le chanvre. Et le chanvre, sur cette parcelle, n'aura pas atteint les 1,25 m. Ça, c'est un semis qui est plutôt réussi, donc relativement homogène. On ne voit pas trop d'autres plantes. Donc voilà ici un joli tapis. Et donc on atteint le stade de 3, 4, 5 étages de feuilles et que c'est comme ça, on est sûr que ça va aller. Le plus dur est passé et après il décolle, qu'il fasse beau, mauvais, très sec, ça fonctionnera. La croissance, donc il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est une culture contemplative, il n'y a rien à faire entre le semis et la récolte. Voilà, donc ça peut monter très haut. Ici, c'est impossible de moissonner avec les équipements qu'on a en Belgique parce que c'est beaucoup trop haut. Donc voilà, c'était pour décorer, c'était très chouette. Donc la floraison, dans toutes les variétés sauf la Finola, elle est photopériodique, c'est-à-dire que la floraison va se déclencher automatiquement quand la durée du jour va être inférieure à 12 à 14 heures, ce qui correspond en Belgique à environ fin juillet, début août. La Finola, elle a des gènes ruderalis, du coup c'est une variété à floraison automatique. Donc elle, peu importe la durée du jour, elle va commencer à fleurir environ un mois après la germination. C'est pour ça qu'elle est appréciée aussi, parce qu'on peut mieux gérer l'itinéraire culturel, vu qu'on connaît exactement la durée de la culture. La récolte. Donc on va devoir évaluer la maturité du grain, ce qui n'est pas toujours évident parce que toutes les graines ne deviennent pas matures en même temps. Ça devient d'abord mature en haut des sommités fleuries et puis vers le bas. Donc ce qu'on va faire pour évaluer la maturité, c'est arracher un épi dans son entièreté, le frotter entre ses mains et essayer de voir si on a 75% environ de grains matures. Donc en fait, c'est quand elles sont bien brunes qu'elles sont matures.
Attention à l'égrenage aux oiseaux parce qu'effectivement le chanvre peut s'égrener facilement en cas de grand vent ou de tempête. Donc si on voit que la météo va être capricieuse dans les semaines à venir, autant récolter un peu précocement pour ne pas se retrouver avec la moitié des graines à terre. Et les oiseaux aussi peuvent aussi réduire le rendement. Si vous voyez des nuages d'oiseaux tous les jours sur votre culture, c'est que c'est le bon moment de récolter aussi. Parce qu'ils peuvent vite bouffer pas mal. Donc la machinerie, c'est une moissonneuse-batteuse traditionnelle. On conseille généralement de prendre une machine qui a été fabriquée après 2010, parce qu'apparemment il y a moins de risques d'enroulement avec les nouveaux équipements. Voilà, il n'y a pas encore de machine en Belgique adaptée au chanvre. Dans d'autres pays, ils ont réussi à monter la barre de coupe plus haut que 1,60 m, 1,70 m. Le traitement post-récolte. Donc la graine de chanvre est une denrée très fragile. Donc il faut la ventiler, la sécher très très vite pour éviter un risque de ranciment. Parce que c'est très riche en acides gras polyinsaturés et en protéines. Donc c'est un cocktail qui peut bouger très vite si ça chauffe ou si ça reste humide. Donc on va récolter le chanvre entre 10 et 25% d'humidité. Et on va le descendre à 7 à 8%, même 6 pour la conservation, à une température maximale de 40 degrés. Donc ça c'est le séchage, c'est l'air qui va être envoyé dans le séchoir. Donc pour le stockage, si vous voulez stocker le chêne vie plusieurs mois ou un an, il est grandement conseillé de le ventiler, parce que dès que la température après l'hiver va se réchauffer, ça peut bouger assez vite aussi. Et attention aux rongeurs, aux oiseaux, aux insectes qui adorent le chanvre, c'est même pour beaucoup leur graine préférée. Donc il faut être très vigilant de ne pas avoir d'infestation, ou mettre des pièges, ou stocker dans des endroits hermétiques, parce qu'on peut très vite perdre des récoltes avec ça. Donc pour l'agriculteur, le rendement, donc par hectare, on produit entre 800 et 1000 kg. On peut monter, on a déjà entendu des récoltes jusqu'à 1200, 1500 kg, mais moi personnellement, je n'ai jamais assisté à ça. Le chêne vie net, donc séché et trié, se négocie entre 1500 et 2000 eurotonnes dans les régions ici, on va dire. En Europe de l'Est, je pense que c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, moi personnellement, avec Canavi, j'offre 2000 € par tonne. Parce que voilà, j'ai envie d'offrir un rendement raisonnable, et puis en plus c'est une culture assez nouvelle, donc les agriculteurs sont un peu réticents généralement et ont peur de l'échec, donc il faut quand même qu'ils aient un bon rendement économique si ça fonctionne. Donc au niveau des coûts d'implantation, donc là j'ai calculé avec l'entrepreneur, parce que je ne connais pas les données quand on possède son propre matériel. Donc les semences, la fertilisation, la préparation du sol et semis, la moisson, séchage, triage, on est dans les environs de 870 000 € par hectare. Donc ça peut être relativement rentable, si tout va bien, d'implanter du champ juste pour récolter la graine. Il y a les primes aussi qui s'ajoutent, qui sont d'environ 600 en bio, je pense, au total. La transformation, donc la graine, on va la presser, si on désire la vendre en huile évidemment. Donc on utilise des presses à vis. On a un rendement d'environ 220 litres par tonne de chêne vie pressé. Au niveau du donc en Belgique, il y a évidemment des presses à huile, mais c'est très difficile pour des petites quantités de trouver un sous-traitant. Ou alors tout simplement en bio. Il y en a qui pressent du chanvre mais ils ne sont pas en bio. Donc moi personnellement, je fais presser pour l'instant au Luxembourg. Le décortiquage, donc il y a des décortiqueuses à impact, donc qui viennent éclater les graines sur des parois et puis qui enlèvent les coquilles. Il y a aussi des décortiqueuses à pierre, donc là qui éclatent d'une manière différente le chanvre. On a un rendement d'environ 3 à 400 kg par tonne. Il n'y en a pas en Belgique qui font du chanvre. Il y a sûrement des décortiqueuses à Épeautre, à Saint-Lazare, etc. Mais personne ne fait le chanvre en Belgique. C'est pour ça que tous les acteurs actuels vont soit en France, au Luxembourg, en Allemagne, ou éventuellement en Autriche.
Donc les débouchés de la graine de chanvre, c'est l'alimentation humaine ou éventuellement animale dans l'oisellerie et la pêche, on l'utilise aussi. Mais moi, mon créneau, c'est l'alimentation humaine en commerce biologique. Donc je propose des graines complètes, de la poudre de protéines, des graines décortiquées et de l'huile pour l'instant. Et donc l'autre débouché, c'est la cosmétique. Donc l'huile a des vertus pour la peau. Du coup, voilà, c'est pour en cosmétique. Et moi, j'en vends à des gens qui font des savons, des crèmes, des baumes, etc. Et sinon, je vends aussi des graines en gros à des gens qui font des energy balls, des biscuits, donc qui intègrent la graine de chanvre dans d'autres préparations. Voilà, c'est fini. Merci. Pardon. Hop, voilà, vous avez fait un petit tour de ça. Aussi des protéines. Alors les glucides, donc les hydrates de carbone sont essentiellement des fibres, dans la graine je veux dire, hein, aussi, des fibres alimentaires et puis aussi un peu de matière minérale. Alors ici voilà un exemple de composition de la variété, de la graine de la variété Finola que monsieur a mentionné juste il y a. On a enlevé l'huile, donc tous les autres éléments sont un petit peu augmentés. Et donc il y a notamment aussi des quantités importantes de fibres alimentaires. Donc ça c'est pas la fibre textile ou la fibre c'est des composés qui vont avoir un impact positif sur la flore de notre côlon. Donc c'est un intérêt nutritionnel de manger des fibres alimentaires. Et donc là il y en a quand même des quantités assez considérables. Alors donc en ce qui concerne l'huile, il y a des produits nobles que l'on peut obtenir à partir de la graine. En fait, c'est une huile qui est riche en acides gras polyinsaturés, comme ça vient d'être dit. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un rapport idéal, qu'on peut considérer comme idéal, entre les fameux acides gras qu'on appelle oméga 6 et les acides gras qu'on appelle oméga 3. Alors, parmi les acides gras polyinsaturés, on sait qu'on doit manger un peu des oméga 6 et un peu des oméga 3, dans un rapport qui devrait être entre 1 et 4,5. Donc, le rapport oméga 6 sur oméga 3, c'est ce que j'ai indiqué là au milieu. Voilà, entre 1 et 4,5. Alors ce qu'on voit quand on a un tableau ici, ne vous effrayez pas, hein, c'est un tableau avec beaucoup de chiffres, et on a ici à la première ligne, c'est l'huile de chanvre à huile, et là c'est les graines de chanvre pour les fibres. Alors il y a un certain nombre d'acides gras principaux qu'on retrouve là-dedans, il y en a qui sont saturés, donc c'est l'acide, vous voyez le pointeur? Oui. Oui. Ah, vous voyez? Donc il y a l'acide palmitique et l'acide stérique, c'est deux saturés. Oléique, c'est un monoinsaturé. Et puis il y a deux polyinsaturés principaux qu'on trouve dans les huiles. C'est linoléique, c'est le papa de la famille oméga 6, si vous voulez. Et alpha-linolénique, c'est le papa de la famille oméga 3. À partir de là, on peut faire toute une série d'oméga 3 ou d'oméga 6. Mais nous, les humains et les animaux, on n'est pas capable de convertir les oméga 3 en oméga 6 ou les oméga 6 en oméga 3. Donc il nous faut un peu des deux, puisque c'est des acides gras qu'on n'est pas capable de fabriquer. Par contre, ils sont vraiment indispensables pour notre santé. Et puis il y en a deux autres qui sont là de manière un peu anecdotique. Et quand on regarde toute une série d'huiles, il y a l'huile de lin, il y a l'huile de tournesol, il y a l'huile de colza, l'huile de soja et l'huile d'olive. Ben, quand on regarde sur la droite là, le pourcentage d'acides gras polyinsaturés, il est vraiment important. Hein. Il est aussi important, voire un peu plus important que dans l'huile de lin. Donc c'est une huile particulièrement polyinsaturée. C'est pas n'importe quelle huile, ça peut présenter un intérêt. Et alors quand on regarde le rapport des oméga 6 et des oméga 3, ben on voit qu'on est pile poil au milieu entre 1 et 4,5, puisqu'on est aux alentours de 2,5, tandis que pour plein d'autres huiles, on n'y est pas du tout. Pour l'huile de colza, on est à 1,8, c'est pas mal non plus, c'est vraiment bien, je dirais même que c'est parfait. Par contre, l'huile de lin, moi je l'adore parce qu'elle est très riche en oméga 3 et qu'on n'en mange pas assez, mais le rapport, il est à 0,2, donc il est beaucoup trop faible. L'huile de tournesol, on est au-delà de 100. Donc là, c'est beaucoup trop élevé, etc. Enfin voilà. Et l'huile de soja, c'est pas l'idéal non plus, puisqu'on est un petit peu au-dessus de 4,5. Donc l'huile de chanvre est une huile vraiment intéressante pour la santé humaine, en ce qui concerne en tout cas les acides gras qui sont apportés, donc les constituants majeurs de ces huiles.
Alors, outre ces fameux acides gras, l'huile contient aussi des composés mineurs qu'on peut appeler bioactifs parce qu'ils peuvent avoir toute une série d'impacts positifs sur la santé. Ici, il y a un schéma qui montre, le rond, ça montre l'ensemble des 100% de la matière grasse. Ce qui est en noir, c'est tout ce qui est triglycérides, donc qui contient les acides gras. C'est 97-98%. Et puis il y a une petite chic là, ça ce sont ces composés qui sont différents. Et on a toute une flopée, ce sont des composés mineurs, mais ils peuvent être utiles pour la santé. Alors notamment, il y a là-dedans des tocophérols. Tocophérols, c'est la vitamine C. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes